on va tenter vraiment de s'accrocher à des faits, à tenter justement d'aller s'éloigner du bruit, de la fake news, de la rumeur, de la volonté de créer de l'engagement, de la volonté de faire du discours politique pour tenter de comprendre où nous en sommes vraiment avec cette guerre-là. Parce que c'est en tentant de comprendre ce qui a marché et ce qui ne marche pas que l'on peut peut-être anticiper sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce qui ne marche pas, évidemment, c'est le prix du pétrole. Du côté de Donald Trump, c'est évidemment, ça a un effet sur l'économie américaine. Évidemment, du côté de l'administration Trump, on vous a fait plusieurs émissions à ce sujet. On estime que c'est une difficulté qui est à court terme, que entre le pétrole qui est produit aux États-Unis, le fameux crude, le light crude, et entre autres du Texas, et de l'autre côté, le pétrole qui désormais est confisqué du côté du Venezuela, qui vient compléter tout ça, l'installation d'une nouvelle raffinerie, même si ça va prendre du temps, on estime que du côté américain, la dépendance de Hormuz et la dépendance du pétrole qui vient du Moyen-Orient n'est plus une nécessité, que dans ce plan de America First, c'est le problème des Européens, c'est le problème encore plus des Asiatiques, mais ce n'est plus le problème de Donald Trump. Donc c'est une réalité, et par rapport à ça, lorsqu'on voit du côté de Hormuz, c'est ce qui explique aussi que du côté de Donald Trump, lorsqu'on regardait la timeline, il y a tout et son contraire qui a été dit. Qu'on allait partir sans se préoccuper de Hormuz, que c'était les alliés à aller, les Européens et les Asiatiques à aller se débrouiller, ils n'avaient qu'à le prendre, que les Américains avaient fait le travail. Bon, il y avait l'option aussi, on en a moins parlé, d'envoyer J.D. Vance. Oui, d'envoyer J.D. Vance, Thomas va nous montrer la vidéo pendant qu'on parle, d'envoyer J.D. Vance du côté de Hormuz. D'ailleurs, on a un entraînement. Donc voilà, il est en train, oui, c'est du AI slope, de temps en temps, on en fait un peu. Donc voilà, donc J.D. Vance qui se préparait pour aller à Hormuz, c'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Mais bon, on va revenir. Oui, je crois qu'aussi c'est la seule émission du monde où on est dans des sujets extrêmement sérieux de stratégie géopolitique, et on vous passe des images de J.D. Vance faites en intelligence artificielle. Mais c'est notre monde. Allez voir le compte de Donald Trump sur Truth Social, vous allez voir de quoi je parle. Et donc, ces derniers jours, Hormuz est revenu dans l'actualité. Aujourd'hui, Trump, on va en parler dans quelques secondes, Trump vient de faire un Truth Social à ce sujet, qui, on va le voir dans quelques secondes, pas tout de suite, va dans l'esprit de justement cette stratégie du coup de grâce. Donc, Hormuz est toujours dans l'équation, mais pas forcément dans une équation qui est la même que ce que souhaitent les Européens, ce que souhaitent les Asiatiques et ce que souhaitent les pays du Golfe. On n'est pas dans la même logique du côté américain. Évidemment, Donald Trump, pour que les États-Unis prospèrent, c'est pas simplement d'être coupé du reste du monde, c'est pouvoir avoir des relations commerciales. Et donc, on n'a pas intérêt à avoir non plus une crise mondiale, parce que les États-Unis ont besoin de clients, les États-Unis ont besoin d'investissements sur le sol américain. Donc, c'est pour ça que Hormuz fait partie de l'équation. Il y a une autre chose que l'on sait qui ne fonctionne pas pour Donald Trump dans cette guerre. On en a parlé tout à l'heure, c'est sa stratégie, qui était la stratégie du début, de décapitation et de délégation, de remplacement. L'autre chose, c'est ces fameux succès militaires. Alors, je ne suis pas à dire que le bilan de CENTCOM, le bilan militaire, les 11 000 ou 13 000 cibles, les 13 000 cibles qui ont été mises en avant par Donald Trump,
et aussi par Israël et en général par le Pentagone sont fausses, mais le succès militaire n'est pas à la hauteur des chiffres avancés par Donald Trump. Bon, il y a déjà la parenthèse de la marine qui a été détruite. Je vous ai expliqué que depuis les années 80-90, l'Iran avait tourné la page à ce sujet-là, hein, sur une défense marine du détroit d'Ormuz, en glissant peu à peu vers d'autres. C'est la fameuse doctrine militaire iranienne qui figurait dans ce rapport de 2010. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qu'on a appris hier, c'est qu'il y a un véritable échec du côté des Américains et d'Israël qui a été d'utiliser toutes ces ressources qui ont de véritables conséquences sur les stocks de munitions, par exemple, des stocks de munitions sur certains armements qui va en toucher à la fin mi-avril, hein, dans une dizaine de jours, dans une semaine. Donc ça, c'est un vrai élément de pression sur Donald Trump et qui vont faire que pourquoi Donald Trump va demander ces 200 milliards de dollars et pourquoi l'année prochaine, il va augmenter le budget militaire de 40%, c'est qu'il va falloir refaire ces stocks-là et ça va coûter des centaines de milliards de dollars à l'économie américaine et donc aux contribuables américains. Donc ça, c'est un véritable problème. Et alors qu'il y a cet impact réel sur l'armement de défense et l'armement offensif aussi, l'armement de défense que l'on retrouve en Israël, en Arabie Saoudite, à Dubaï, au Qatar, etc., etc. L'échec militaire, c'est que au niveau des missiles, on en a parlé hier, au niveau des missiles iraniens et des drones iraniens, il n'y a pas l'impact que l'on pensait. Thomas, si on peut, je te les ai envoyés sur WhatsApp, voilà. Si on peut revoir ce scoop qui a été confirmé depuis par le New York Times, ce scoop hier de CNN qui expliquait que les renseignements américains estimaient que les Iraniens continuaient à disposer d'un stock de lancement de missiles et de drones qui était suffisamment important. Et dans les chiffres, c'est pire que ça, parce qu'on est après des milliards de dollars en armement qui ont été utilisés. Après 34 jours de conflit, on se rend compte que 50% des drones existent toujours, au moins 50%, et qu'en plus de ça, il y a des lanceurs de missiles qui sont toujours la moitié des stocks. Oui, et que la plupart des défenses autour de Hormuz n'ont jamais été touchées. Et donc ça, c'est la preuve d'une situation militaire qui ne se déroule pas comme prévu. Et ça va encore plus loin, c'est que aujourd'hui, on est dans cette stratégie du goutte à goutte, il y a d'autres informations du même rapport. Donc c'est un rapport récent fait par les services de renseignement américains qui font sur le terrain. Et sur ce terrain-là, on se rend compte que les Américains font face à un autre problème, c'est la rapidité des Iraniens à reconstruire, ou en tout cas déterrer. On l'avait vu, ça avait été abordé il y a quelques semaines, et dans ce rapport, on voit que les bunkers, donc les abris qui servent de rampe de lancement, dans la réalité, c'est un scoop de Telegraph qui a eu accès aux mêmes documents que CNN et que le New York Times. D'ailleurs, il cite aussi le New York Times. C'est que dans la réalité, en quelques heures, les Iraniens, on est vraiment dans cette doctrine où on a créé, en utilisant la géographie locale, montagneuse, etc., des armes, pas des armes, mais des, des, euh, 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 des lieux qui,
ne peuvent pas être détruites de manière définitive. Et donc, l'article raconte qu'il y a donc malgré les bombardements, quelques heures après, les rampes de lancement sont reconstruites et repérées et réparées. Il suffit simplement, une fois que le bombardement américain a terminé, d'envoyer des équipes qui arrivent avec des bulldozers ou tout simplement avec des hommes équipés de pelles pour venir remettre tout ça en fonction. Et donc, c'est vraiment un échec militaire, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, alors ce n'est pas le cas pour tous, mais ça explique pourquoi il y a une telle capacité de missiles qui est toujours fonctionnelle, c'est que quelques heures après, c'est fait. Et donc, les Américains se disent non seulement c'est ça, mais en plus de ça, c'est évident que les Iraniens ont prévu en termes de stratégie de se dire on ne va pas répondre, on ne va pas aller all-in, c'est le cas de le dire, sur ces premiers jours et répondre à cette tornade, cette espèce de shock and awe qu'on a vu du côté des Américains qui bombardaient de manière extrêmement importante. On ne va pas le faire. On va garder des capacités de frappe si jamais les Américains escaladent et au-delà de ça, pour menacer les pays qui sont autour et continuer après à menacer pour pas qu'on se retrouve avec rien. Donc ça, c'est vraiment à travers les lignes, ça veut dire quoi? C'est que quelque part, la stratégie militaire des États-Unis et d'Israël ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas suffisamment parce que on en a encore la moitié. On va continuer dans cet article, Thomas. C'était le dernier article. Pourquoi je vous dis ça? Ces éléments sont dans l'esprit de Donald Trump aujourd'hui. Dans l'esprit de Donald Trump aujourd'hui, et c'était une révélation de Axios, c'est le fait que, au-delà de ces discours de Donald Trump qui part dans tous les sens, on se rend compte que, en privé, Donald Trump parle essentiellement avec deux personnes actuellement. Et on en revient à Mark Levin et à Lindsey Graham. Si tu peux nous mettre... Non, je crois que c'était très extrait tout à l'heure qu'on avait de communication des extraits de Axios. Donc, voilà. Donc, en privé, et pour Donald Trump, c'est extrêmement important. Donc, en privé, Donald Trump parle avec des personnes qui l'incitent à finir le boulot. Et finir ce boulot, c'est détruire l'Iran. C'est ramener, comme Donald Trump, on va l'écouter, a dit lors de son discours devant l'Union américaine, son adresse à la nation, excusez-moi, de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Vas-y, Thomas. And if you want to send We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment.
Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. Donc au milieu de tout ça, dans cet extrait de ce discours, Donald Trump a mis sur pied une stratégie qui est celle du coup de grâce, qui est sur sa table depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Du côté de Donald Trump, je vous l'ai dit, on est pressé de sortir de cette guerre. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons avec les midterms, mais on est pressé de sortir de cette guerre-là. Et donc, c'est comment sortir de cette guerre-là? Avec un deal, c'était une des volontés de Donald Trump. Apparemment, ce n'est pas quelque chose qui s'annonce, loin de là. De demander l'ouverture du détroit d'Ormuz, d'obtenir ce but-là, ce n'est plus quelque chose qui s'annonce. Du côté de Donald Trump, c'est aussi une des rares certitudes, c'est que on ne veut pas mettre les soldats américains, même si on dit qu'il y a toujours cette option, on ne veut pas envoyer des soldats américains, peut-être des petits groupes pour des interventions ponctuelles, mais cette volonté de Trump, qui est aussi révélée par Axios dans le cadre de ce final blow qui s'annonce, cette stratégie du coup de grâce, c'est que dans la réalité, Donald Trump ne veut pas de troupes sur le terrain. C'est pas le bon extrait, excuse-moi Thomas. Et donc, les faits vont dans ce sens-là. Il n'y a pas les troupes suffisantes sur le terrain, il n'y a pas le matériel, etc., etc. Donc Donald Trump, il y a cette réalité, il ne veut pas. L'autre réalité, c'est que cette stratégie militaire de bombarder massivement ne fonctionne pas. On a vu les missiles, on a vu les drones, on a vu la capacité des Iraniens à reconstruire une partie des rampes de lancement qui n'ont pas été totalement détruites. Et là, c'est vraiment problématique. Et donc, dans cette option-là, il reste quoi, Donald Trump? Il reste que ce plan de guerre que le Pentagone de XF a mis en avant, qui est donc cette stratégie, ce final blow, cette stratégie du coup de grâce. C'est quoi? Donc on va rentrer dans cet article. C'est quoi ce coup de grâce? C'est de changer de cible et de faire un bombardement massif de l'Iran, encore plus massif que ce qu'on en croit maintenant, de ce qu'on voit maintenant. Et suite à cette opération-là, de ce bombardement massif, c'est de dire, ben voilà, on a renvoyé les Iraniens à Stone Age. Le pays n'est plus en état d'être une menace. Économiquement, ça va lui prendre 50 ans à se reconstruire. Et nous, pendant ce temps, on va utiliser nos satellites pour surveiller l'évolution. Et si c'est nécessaire, on réinterviendra. Notre mission est terminée. Ça fait 5-6 semaines que le conflit a débuté. On avait dit que ça durait 6 semaines et on va sortir de ça. Donc ça, c'est la stratégie du coup de grâce. Mais pour que cette stratégie du coup de grâce soit efficace, elle ne peut pas se concentrer sur les cibles qui sont visées depuis des semaines par Trump et par l'Israël. Il faut passer à l'étape suivante.
même si ça veut dire, aux yeux du droit international, de commettre des crimes de guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis 2 jours. Donc on va voir, on va aller au bout de cet article, avec ces différentes possibilités que Trump avait, hein, les cibles symboliques, etc. Mais aujourd'hui, l'idée et ce qui se passe sur le terrain et les messages de Donald Trump et la réponse, je vais vous la montrer en breaking news, de l'Iran, c'est que Trump se prépare à ce plan-là, à cette stratégie du coup de grâce. Le coup de grâce, c'est d'empêcher l'Iran de fonctionner. C'est de dire, voilà, on a tout détruit en Iran. On parle ici d'usines, on parle ici d'infrastructures civiles. On ne parle plus militaire. À partir de là, on peut partir, c'est terminé, parce que l'Iran n'est plus une menace. Thomas, justement, va vous montrer le Truth Social que Trump a posté ce matin. Le Truth Social qu'a posté ce matin, qui parle de Hormuz, c'est exactement ça. En disant, et vous vous en souvenez ? Alors qu'on n'en parlait plus du tout. Il y a 10 jours, j'ai donné un ultimatum à l'Iran. Soit on trouve un deal et vous ouvrez le détroit d'Ormuz, soit je vais détruire le pays. Là, une signature présidentielle qu'on n'a jamais vue, y compris dans Trump, Glory to be God. Hein, on est plutôt habitué. Ouais. Pardon ? Glory be to God, ouais. Ouais, glory be to God, excusez-moi. On est plutôt habitué à ce genre de déclaration, ce genre de formulation chez des extrémistes religieux. Mais finalement, est-ce que Trump n'est pas un extrémiste religieux ? Ne ratez pas notre émission de lundi, la guerre sainte, parce que justement, cette phrase n'est pas là par hasard. On va voir que la Maison-Blanche a repris le message de Trump et en fait, Trump, dans la réalité, prépare pour dans 48 heures la sortie des États-Unis et sa stratégie du coup de grâce. Et pour montrer qu'il est sérieux, pour montrer aux Iraniens que maintenant, dans la phase de négociation, on n'est plus simplement à des menaces et que c'est du bluff, il a déjà commencé. Il y a 2 jours, Donald Trump a partagé sur son compte X la vidéo de la destruction. Alors, on est dans une cible complètement civile de la destruction non, c'est pas celui-là. Excuse-moi, peut-être je ne l'ai pas mis, d'un pont qui est le plus haut pont. Donc, on va voir les images parce que j'ai pas mis la vidéo, qui est le plus haut pont construit au Moyen-Orient. Vas-y, Thomas, montre-nous ces images-là. We're going to hit them Donc, la destruction de ce pont-là, le B1 Bridge, qui était un pont en construction, on va voir, avant de voir Trump, on va regarder justement l'article du New York Times qui revient sur cette cible, qui est une cible civile, d'accord, en disant que Donald Trump s'en est félicité de cette cible-là. On va voir, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que cette cible-là a créé donc des décès, évidemment, a amené des décès, et qu'il n'y avait aucune activité militaire
autour de ce bridge-là. Les États-Unis ont utilisé un système qui s'appelle double tap, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier passage et puis après un deuxième passage. Et on va voir que cette destruction, Donald Trump non seulement va s'en réjouir, et encore une fois, on n'est plus dans le cadre on n'est plus dans un cadre des règles militaires, convention militaire, Genève, etc. On est dans les États-Unis qui sont en train d'attaquer des cibles uniquement civiles de l'infrastructure iranienne. Et regardez le message de Donald Trump, c'est la mise en place c'est le message qu'il envoie, c'est la mise en place de la stratégie du coup de grâce, c'est de dire, regardez, le plus grand pont en Iran, encore une fois, infrastructure est en train de s'effondrer, il ne pourra plus jamais être utilisé, il y a plus qui va arriver, c'est le moment venu pour l'Iran de trouver un accord avant que ça soit trop tard et qu'il ne reste rien qui leur permettra de devenir un grand pays. C'est la stratégie du coup de grâce, c'est ce final blow que Donald Trump veut, qui est de dire « je détruis tout si vous ne répondez pas favorablement à mes demandes d'accord ». Donc qu'on ne trouve pas une porte de sortie pour Hormuz et en général sous forme d'un accord. Je viens détruire le pays. Cette destruction du pays me permet ensuite de partir en disant, ben voilà, le pays est détruit, ils n'ont plus de pétrole, ils n'ont plus d'infrastructure, ils n'ont plus de gaz, j'ai tout fait. C'est ça le final blow, c'est ça la stratégie du coup de grâce de Donald Trump. Et on va voir qu'il y a quelques minutes, pendant que je vous parlais, il est allé encore dans la surenchère, il vient de poster un message sur Truth Social, vous voyez qu'on ne parle pas du pilote qui est toujours disparu. Donald Trump a expliqué c'est une guerre. Il est en train de montrer des opérations qui viennent d'avoir lieu du côté de Téhéran. Ils disent, ben voilà, on est en train de tuer les derniers responsables militaires. C'est la préparation de cette opération, de cette stratégie du coup de grâce. Et aujourd'hui, je suis convaincu, alors peut-être je me trompe et j'espère toujours me tromper, je vous le dis, je suis convaincu que lorsque Donald Trump remet en avant son ultimatum dans 2 jours, c'est une manière de dire, si dans 2 jours, les Iraniens n'ont pas cédé à mes demandes, je vais, et on sait que XF n'aura aucun problème à exécuter et à faire exécuter ces ordres-là, je vais donner le feu vert pour la partie finale de mon plan, qui est de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Je vais tout détruire. Cette fois-ci, on ne parle pas de cibles militaires, où sur les cibles militaires, les Iraniens avaient prévu le coup en utilisant des montagnes, en enterrant des rampes de lancement, en cachant leurs rampes de lancement. Là, je parle désormais de cibles civiles. Et la réponse qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes, qui est en breaking news de la part de l'Iran, c'est qu'ils ont refusé, je te l'ai envoyé, je pense, Thomas. Excusez-moi. Oui, je te l'ai envoyé. Il y a plusieurs minutes. Donc, vas-y. Voilà. Donc, on va voir en mode breaking news. L'Iran vient de refuser l'ultimatum de Donald Trump. Et très clairement, ils expliquent dans leur refus qu'ils ont compris que Donald Trump est en train de dire « Si vous n'acceptez pas mon ultimatum dans les 48 prochaines heures, je viens détruire le pays. Je vais m'attaquer à l'infrastructure. Regardez, je l'ai fait il y a 2 jours, je suis capable de le faire. Ne croyez pas que je vais m'en tenir aux normes internationales. Je viens de vous prouver que chef de guerre aux États-Unis,
je ne suis plus lié à ces normes-là. Je viens de vous prouver une deuxième fois ce soir en venant tuer une partie de votre état-major. Donc, vous avez l'option de soit vous négocier avec moi, soit vous êtes les prochains. Comme Donald Trump l'a dit dans une interview téléphonique il y a quelques jours, il a signalé à ses interlocuteurs qu'il savait où ils habitaient. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'allez pas dans mon sens, je vais vous tuer. Regardez, je viens de vous montrer que j'en suis capable. Je viens de vous montrer que j'en suis capable et je viens de le partager sur Truth Social. Et je vais détruire également les infrastructures pétrolières et gazières. Et d'ailleurs, Reuters, ce soir, nous revenait, mettait en avant le fait... Non, vas-y, c'était bien celui-là. Mettez en avant le fait que du côté israélien, on disait quoi? Que du côté d'Israël, on prépare une attaque. Et évidemment, les Israéliens travaillent avec les Américains. Il n'y a pas une attaque d'Israël qui n'est pas validée par les Américains. On prépare pour la semaine prochaine les attaques des usines qui produisent de l'énergie. On attend le feu vert des Américains et ces attaques se dérouleront la semaine prochaine. Donc on parle des usines de pétrole. Trump en a parlé dans son discours. Le gaz, etc. Et regardez derrière ce compte OSCENT, ça a été publié en même temps, qui en fait reprend une citation de l'article de Reuters qui informe que la Russie vient d'évacuer 198 de ses ressortissants qui travaillaient au centre nucléaire iranien de Bushehr. Et on se dit que ce départ des Russes du sol iranien, c'est peut-être le signal d'une frappe prochaine et que les Russes ont été prévenus. Ce sont des choses qui arrivent avant les attaques. On voit les ressortissants de tas de pays qui sont évacués ou qui quittent le pays parce qu'ils ont été prévenus qu'il y a une option certaine d'une attaque. Et donc, quand on prend ce scoop de Reuters qui date juste avant l'émission, quand on prend la réalité, Donald Trump veut sortir du terrain. Donald Trump ne veut pas de boots on the ground. C'était un des articles, je ne sais pas si on l'avait utilisé. Voilà, ben c'était celui-là. On revient à Axios. Donald Trump parle uniquement avec des personnes, que ce soit Levin ou que ce soit Graham. Il répète en permanence que leur seul but, c'est la destruction totale de l'Iran. Ce sont ces personnes qui, en privé, parlent à Donald Trump. Et donc, regardez, dans cet article, il y a quelques jours sur Axios, on venait, et c'est un des conseillers cette fois-ci de Donald Trump, venait de dire il ne veut pas de troupes américaines sur le terrain, il n'y en a pas suffisamment, il n'y a pas de tout ce qui est infrastructure, renfort matériel derrière. Et cet article, il y a quelques jours, se terminait. Trump will inflict a final blow. Donc, pour s'en sortir, Donald Trump, pour marquer la fin, pour lui, en ces termes, de la guerre en Iran, il fera un bombardement massif des infrastructures et des facilités nucléaires iraniennes. Et c'est pour ça que ce week-end, à mon avis, je sais que les réseaux sociaux s'amusent beaucoup avec des tas de rumeurs, que Donald Trump n'est pas à Mar-a-Lago. C'est ce qui se prépare pour la semaine prochaine. C'est cette stratégie du coup de grâce. Du côté de Donald Trump, c'est un calcul extrêmement risqué. C'est de dire, voilà, on va mettre fin aux opérations en nos termes. On leur a proposé de négocier. Ils refusent ces négociations. Ils n'ont pas cédé sur Hormuz. Je leur ai démontré vendredi que je n'hésiterai pas à attaquer leurs infrastructures. Je suis allé détruire ce pont qui est extrêmement important pour le développement économique. Je suis allé frapper ce soir
une partie du commandement pour dire, voilà, si vous ne négociez pas avec moi, je vais vous tuer. Et lundi, et Donald Trump vient de le rappeler, c'est la fin de son ultimatum. C'est la fin de son ultimatum. Et ça sera, pour Trump, l'occasion de démarrer sa stratégie du coup de grâce. C'était une édition spéciale de La Chute.